Le Book Club de France Culture poursuit ce midi son exploration de la littérature en France et dans le monde. Mais tenez, c'est quoi la littérature? Est-ce qu'il existe une littérature mondiale et quelle définition pouvons-nous en esquisser? Que nous apprennent les données issues du monde de la littérature? Comment les illustrer, nous permettre de les visualiser avec, pourquoi pas, des courbes ou des camemberts? On posera toutes ces questions à nos invités. On leur demandera aussi quel est le tout premier roman. Est-ce qu'il existe une bibliothèque imaginaire et universelle et quel rôle joue la traduction dans la composition de ce corpus d'œuvres? Comme tous les jours, nous avons sollicité la communauté du Book Club sur Instagram et on vous remercie pour toutes vos participations et vos suggestions. Communauté qui nous accompagne, comme tous les jours, jusqu'à 13h30. Bienvenue. Saviez-vous, par exemple, que Le Petit Prince a été traduit dans près de 400 langues ? À un moment justement où le cadre de référence de nos expériences n'est plus la nation, grâce à Internet, mais va bien au-delà. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Accompagné de Swazik et Géraldine, nos lectrices, qui embarquent donc avec nous dans la littérature mondiale. Bonjour Jean-Marc Mourat. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature francophone et de littérature comparée à l'Université Paris-Nanterre, l'auteur notamment de littérature francophone et théorie postcoloniale. C'était aux Presses universitaires de France, au PUF, où vous publiez aussi le sens littéraire de l'humour et où vous nous présentez aujourd'hui la totalité littéraire, théorie et enjeux de la littérature mondiale. On va évidemment prendre le temps de définir ce qu'est la littérature mondiale, mais d'abord, peut-être vous en tant que chercheur, enseignant, elle est devenue un objet d'étude pour vous. À quel moment cette littérature mondiale ? Alors, oui, le livre, donc La totalité littéraire, vise à présenter les diverses théories qui prétendent rendre compte de la littérature mondiale. Et ces différentes théories, elles ont pris forme dans ce qu'on appelle la littérature générale et comparée au tournant du millénaire, donc fin des années 1990, début des années 2000. Et à ce moment-là, des chercheurs en littérature se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut rendre compte de la mondialisation littéraire ? La mondialisation étant d'abord un concept économique et social et politique, avant d'être un concept littéraire. Et donc la notion de mondialisation, qui est une notion phare des années 1990 dans le domaine politique et économique, va s'imposer aux littéraires qui vont la reprendre et qui vont chercher à voir comment on peut parler d'une littérature à l'échelle mondiale. Donc vous, aujourd'hui, quand vous faites vos recherches, quand vous vous présentez devant vos étudiants, vous parlez de littérature mondiale. Voilà. D'abord, donc, je suis professeur de littérature générale et comparée, mais l'un des cadres interprétatifs que nous pouvons aborder, c'est le domaine mondial. Et donc, avec mes étudiants, oui, j'étudie cela, d'autant que l'une de mes spécialités est la francophonie ayant de facto une extension mondiale. Alors, vous parliez de mondialisation il y a quelques secondes, mondialisation, concept économique, politique, culturel aussi, et tout cela fait évidemment résonance à cette littérature mondiale. Résonance aussi avec la numérisation, et là vous me voyez venir, Alexandre Geffen, bonjour. C'est cette numérisation, cette mondialisation aussi qui nous permet d'avoir de très nombreuses données. Et vous, en tant que directeur de recherche au CNRS, auteur de ce livre que vous présentez et que vous publiez avec Guillemette Crozet, qui est data designer et cartographe, livre qui s'intitule La littérature, une infographie, qui paraît chez CNRS Éditions. Vous nous présentez en quelque sorte une nouvelle image de la littérature ? Oui, depuis plusieurs décennies, nous avons suffisamment de données sur les publications, les traductions, les circulations, les itinéraires intellectuels des idées, des formes, des données sur les lecteurs, sur les ventes, pour pouvoir avoir la possibilité de faire une prise de distance avec ce qu'on appelle les humanités numériques, qui vont quantifier, qui vont permettre ensuite de visualiser en courbe, en tableau, en carte. On appelle maintenant cela de la lecture à distance, le distant reading, qui a été inventé par justement le grand théoricien de la littérature mondiale, Franco Moretti.
La distance, la lecture à distance, ça veut dire qu'on ne lit plus le texte en quelque sorte, mais on lit toutes les données qui gravitent autour du livre. On ne lit plus une œuvre, on lit à la fois 100 œuvres, 1000 œuvres, parce qu'on peut représenter les tendances communes à ces textes. Ça veut dire qu'on a aussi une nouvelle approche critique de ce qu'est une œuvre aujourd'hui? Alors, ça veut dire que on n'est plus dans le même type d'interprétation et qu'un savoir qui vient des visualisations, un savoir graphique, vient enrichir notre herméneutique classique, qui était celle de la lecture de près, hein, le close reading par opposition au distant reading. Alors, on va écouter Géraldine. Géraldine, c'est une membre de la communauté du Book Club. Elle a lu votre livre, La littérature, une infographie, Alexandre Geffen, avec Guillemette Crozet. D'ailleurs, vous allez nous raconter dans un instant comment vous avez travaillé ensemble. Voici ses impressions de lecture. Parcourant les pages de cet ouvrage coloré et ludique, j'ai été étonnée par les nombreuses découvertes que j'ai faites sur la littérature, son évolution, ses genres, ses auteurs. Saviez-vous, par exemple, que Le Petit Prince a été traduit dans près de 400 langues ? Avez-vous déjà pensé à savoir quels sont les écrivains, les écrivaines les plus suivis sur les réseaux sociaux ? Fan de Modiano ? Vous trouverez une carte recensant tous les lieux parisiens évoqués dans ses romans. Toutes ces informations étonnantes et beaucoup d'autres sont rassemblées dans ce livre et présentées de manière accessible, que l'on soit un passionné de littérature ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur ce domaine. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est son originalité. En effet, les chiffres et les graphiques apporte une nouvelle perspective, permettant de voir la littérature sous un angle différent. Ça a été pour moi une façon rafraîchissante d'explorer cet univers si vaste. Alexandre Geffen, comment avez-vous choisi les informations à inclure dans cet ouvrage et qu'espérez-vous que les lecteurs en retiennent ? Réponse d'Alexandre Geffen. J'ai voulu prendre l'ensemble des grandes questions qu'on se pose en littérature, hein. L'auteur, le lecteur, l'œuvre elle-même, les circulations, et j'ai voulu montrer qu'on avait des données sur l'ensemble de ces faits-là. Qu'il s'agissait de réfléchir au genre littéraire, on peut le faire avec les données, qu'il s'agissait de penser la question de la structure d'un texte, on peut aussi visualiser une structure d'un texte, le fonctionnement des personnages. Donc, j'ai essayé de montrer en fait la diversité des approches graphiques et quantitatives. Jean-Marc Morat, en tant qu'enseignant, chercheur sur cette matière de la littérature, qu'est-ce que ça vous apprend à vous? Est-ce que ça change votre vision aussi de la littérature, de votre enseignement, de ce qu'est aujourd'hui la littérature mondiale, du coup? Ah oui, moi j'étais très heureux de voir paraître cette infographie donc dirigée par Alexandre et Guillemette Crozet. D'abord, c'est une manière originale de présenter la littérature. Et puis, il me semble que l'infographie a une capacité de concentration des données qui est très, très utile lorsqu'on se situe à une échelle aussi importante que la littérature mondiale. Et par ailleurs, comme nous sommes dans une culture qui privilégie davantage le visuel que l'écrit, il est intéressant précisément de réfléchir sur l'écrit à partir du visuel. Et ce livre sur l'infographie nous permet justement de réfléchir là-dessus. Et donc c'est un outil pour la lecture et pour l'enseignement de la littérature, un outil qui va probablement se développer dans les années à venir, hein, parce que j'espère que ce livre aura une suite ou des suites, peut-être pas avec les mêmes auteurs, ça j'en sais rien, mais il est certain qu'il faut continuer à publier des livres sur l'infographie de la littérature. Est-ce que vous imaginez, Alexandre Geffen, avoir trouvé une nouvelle façon d'étudier la littérature, enfin en tout cas d'avoir ouvert une nouvelle discipline en quelque sorte ? Je ne suis pas le seul, hein. Il y a eu une très très belle infographie de Proust, il y a eu une très belle infographie de Molière. On peut produire des infographies très très riches. C'est un nouveau type de savoir, mais c'est aussi un type de savoir qui nous permet de revenir par retour sur toute une série de questions théoriques, hein. Pour moi, cette démarche de travail en numérique numérique n'est absolument pas exclusive d'un travail en philosophie, en théorie littéraire. J'avais fait paraître 2 ans avant un livre qui s'appelle L'idée littérature,
littérature, dans lequel j'essaie de montrer comment la mondialisation de la littérature nous conduisait à relativiser notre conception occidentale récente de la littérature. Donc de ce point de vue-là, il y a une continuité entre ce travail visant à illustrer la richesse littéraire. J'ai donné par exemple une carte de l'Inde littéraire moderne dans ses 22 langues, donc cet effet de découverte et cette réflexion sur nos catégories, réflexion qui est menée effectivement parallèlement par le travail de Jean-Marc Mourat autour de ce concept phare et discutable de littérature mondiale. On y va, Jean-Marc Mourat. Le premier constat que vous faites dans votre livre, celui que vous énoncez avec un très grand critique et penseur de la littérature, c'est Gérard Genette, qui déclarait dès la fin des années 80 « Je n'ai qu'une certitude, on ne peut plus parler de littérature française. La littérature est désormais mondiale. Décrivez-nous la littérature mondiale. » C'est étonnant de la part de Genette qu'on imaginerait plutôt concentré sur la littérature française, mais dès les années 80, il avait pressenti cela. Décrivez-nous la littérature mondiale. La première sensation qui se produit lorsqu'on voit la littérature mondiale, c'est le vertige. Une masse absolument indifférenciée de textes que nous pourrions faire entrer dans notre conception de la littérature. Et d'ailleurs, on le voit dans l'infographie, lorsque Alexandre part de l'évolution de la littérature à partir de Gilgamesh, l'épopée mésopotamienne, jusqu'à aujourd'hui. Le vertige, bon, et on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire de cet ensemble de textes ? Et là, il faut, me semble-t-il, ne pas confondre deux choses. La littérature mondiale comme phénomène, c'est-à-dire comme une masse indifférenciée de textes littéraires, pour toujours hors d'atteinte. Personne n'arrivera jamais à lire tout le corpus de la littérature mondiale. Et puis la littérature mondiale comme discipline ou comme horizon d'études. Et donc une discipline peut avoir un objet très complexe, immense, sans que ses praticiens soient obligés de connaître d'emblée l'ensemble du corpus de cette discipline. Prenez un exemple simple. Notre littérature nationale, la littérature française, est-ce qu'un seul spécialiste de littérature française oserait dire qu'il a lu tout le corpus de la littérature française? Non, évidemment. Et donc, pour la littérature mondiale, c'est la même chose. On commence à poser des questions, on construit un savoir, et à partir de cette construction du savoir, on avance vers un horizon qui recule à mesure qu'on avance, mais il n'y a pas là d'omniscience, il y a simplement un savoir qui se construit et un savoir sur la littérature mondiale. Et il y a plusieurs définitions de cette littérature mondiale, évidemment. Alors, on va essayer de les parcourir. Il y a Joe sur notre compte Instagram qui nous dit « C'est une littérature cosmopolite, humaniste, qui donne une interprétation du monde dans lequel nous vivons, qui rassemble les altérités. » Est-ce que ça veut dire aussi, Alexandre Geffen, que c'est d'abord ne pas s'intéresser qu'à la littérature française, s'intéresser à la littérature mondiale, c'est-à-dire peut-être changer de centre, de tropisme? Oui, de toute façon, vous savez maintenant que les lecteurs ont un rapport très éclectique. Les écrivains traduits voisinent les écrivains français et il n'y a plus de différence dans nos bibliothèques. La manière dont, par exemple, quelqu'un comme William Marx travaille justement cette bibliothèque et nouvelle bibliothèque dans ce moment de mondialisation montre bien que cette définition, cette opposition, qui est aussi une opposition académique entre professeurs de littérature française, professeurs de littérature comparée, ne tient plus. Les transferts sont immenses. La francophonie enrichit la littérature de langue française de manière majeure. On a des écrivains étrangers qui écrivent en français et vice-versa. Donc je crois qu'il faut vraiment relativiser cette autonomie de la littérature française, de ses genres, de ses manières d'écrire. C'est une ouverture aussi à d'autres formes de littérature, en quelque sorte, Jean-Marc Mourat? L'ouverture à d'autres formes de littérature, ça sans aucun doute. Parce que notre conception occidentale de la littérature, donc qui s'est établie bon, ça c'est très, très connu, à la fin du XVIIIe siècle, en succédant au système des belles-lettres, est une conception ethnocentriste et qui correspond mal, par exemple, à la littérature classique chinoise, qui associe peinture, art de la calligraphie et poésie, ou aux littératures africaines orales, notamment les épopées orales africaines. Donc c'est une manière de l'élargir, c'est une manière surtout de réfléchir aux genres de la littérature mondiale, qui ne peuvent pas être les genres issus de la tradition aristotélicienne occidentale,
mais qui sont des genres qui se recomposent, qui se renouvellent et qui se resémantisent. C'est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on essaie de définir la littérature mondiale, mais en réalité, on n'a même pas la même définition dans le monde de ce qu'est la littérature. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Il y a les écrits et notamment aussi l'oral, parce que la littérature dans certaines régions du monde, c'est une performance orale. Absolument. Et il y a un organisme mondial, l'UNESCO, qui avait tenté de créer un patrimoine littéraire mondial avec un programme qui s'appelle le programme d'œuvres représentatives, qui s'est déroulé de 1948 à 2005. Il a été interrompu en 2005. Et il s'agissait pour chaque pays de choisir le canon littéraire propre à ce pays et de le mettre en commun et de faire circuler d'une langue peu diffusée vers une autre langue peu diffusée. Par exemple, le japonais Kawabata, traduit en indonésien, ou le poète ourdou Ahmed Faiz, pakistanais, donc traduit en hongrois. Ça donnait un catalogue de 1300 œuvres représentatives. Et puis ça s'est interrompu en 2005 parce qu'on s'est aperçu que tout le monde n'était pas d'accord sur la définition de la littérature. Par exemple, à l'époque de l'URSS, eh bien, la littérature du réalisme socialiste ne correspondait pas du tout à la littérature du système occidental capitaliste. Et il y avait à cet égard beaucoup de conflits là-dessus. Les bibliothèques nationales sont aussi politiques. On imagine que chacun, évidemment, y met derrière des enjeux qui sont les siens. Alors, si on se demande, je l'ai demandé en ouverture, quel est le premier roman de l'histoire, alors vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Gilgamesh, Alexandre Geffen. Qu'est-ce qu'on explique de ce... C'est un poème épique, c'est ça? Alors, précisément, c'est pas le premier roman d'histoire, c'est pas un roman, c'est pas un texte. En fait, c'est pas un texte unique. C'est une série de 5 textes sumériens qui rappellent des éléments des exploits du roi d'Uruk, dans lequel on comprend à la fois une volonté de légitimation du pouvoir en rattachant cette légende à des rois légendaires et exemplaires, mais c'est aussi un texte qui a sans doute une finalité rituelle, une finalité politique, donc qui ne s'apparente absolument pas à ce qu'on a essayé d'imaginer comme étant le modèle absolu de la littérature, à savoir le roman, un modèle qui est vraiment un modèle récent. Et je crois qu'il faut être très très méfiant à l'égard de l'idée que la littérature mondiale pourrait se rapporter de manière très très transparente à ces grands textes à l'anglo-saxonne, et la world literature américaine peut avoir cette tendance un petit peu simplificatrice, alors que tout le travail du comparatisme et d'une vraie approche de la littérature mondiale, c'est de signaler la diversité des formats, des œuvres, des genres, des usages, des conceptions de la littérature. Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Bon, Gilgamesh, on pourrait dire que c'est une épopée finalement, mais c'est pas un roman. Mais ça nous montre aussi que le roman est le grand genre de la littérature mondiale actuellement. L'infographie le montre bien. Et il y a un genre parmi tous ces romans qui émergent, c'est le roman policier, qui est le roman de la modernité et qui est devenu véritablement le roman global, le genre global aujourd'hui. Mais il est certain que l'étiquette de roman, si vous l'appliquez au classique chinois, je ne sais pas, Fleur en fiole d'or, Jinping Mei, ou Le rêve dans le pavillon rouge de Cao Shuiqin, la définition du roman n'est pas exactement la même que la définition que nous avons à partir de Jacques le Fataliste de Diderot jusqu'à Madame Bovary ou roman aujourd'hui. Simplement, à un moment, et par exemple en Chine, ça se passe au début du XXe siècle avec Lu Xun, le roman à l'occidental va devenir une forme qui va être cultivée d'une manière internationale et éventuellement mondiale. Ça veut dire qu'on retrouve, que l'on a inspiré des genres qui se sont diffusés dans le monde, tout comme on le voit d'ailleurs, des textes nous sont arrivés, alors par la tradition orale ou par des traditions écrites, qui nous sont arrivés et qu'on s'est approprié nous aussi ici en Occident. Voilà, absolument. Et la notion de roman, bon, c'est pas a priori un genre, ou au moins pas défini par Aristote évidemment, mais c'est une forme tellement flexible et tellement adaptable que ça s'est diffusé partout.
Et alors, le roman policier, il y a une infographie qui nous le montre, est vraiment une forme qui s'est diffusée partout dans le monde. Et aujourd'hui, si on peut parler de méga sellers, c'est-à-dire de livres qui sont diffusés mondialement, et ça, c'est un élément sur lequel il faut insister. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des auteurs vraiment populaires peuvent espérer être traduits en 20 ou 30 langues en quelques années. Ça, c'est une grande particularité de notre époque. Et le roman policier, les thrillers, constituent ces méga-sellers qui sont diffusés. Alors, ce n'est pas toujours d'une grande qualité littéraire. Ça peut être Dan Brown, le Da Vinci Code, ou ça peut être Stieg Larsson, l'auteur de Millennium, l'auteur suédois, ou alors ça peut être une littérature du développement personnel pour tout le monde, du style Paulo Coelho. Mais ce sont des auteurs extrêmement diffusés au niveau mondial. Un mot, Alexandre Geffen, peut-être sur le roman policier. Alors sur le roman policier, sur le fait que la littérature mondiale ne saurait pas s'assimiler à une circulation libre et fluide des textes. Il y a des rapports de force entre langues, il y a des rapports de force entre des maisons d'édition mondialisées, vous avez des champs qui sont centraux, d'autres plus périphériques, des littératures mineures et des littératures majeures, et donc c'est toute cette histoire complexe, ce sont ces circulations aux fortes dimensions géopolitiques et idéologiques qu'il s'agit de penser lorsqu'on pense à la littérature mondiale, qui ne consiste pas à recueillir un corpus homogène qui pourrait circuler facilement d'un monde à un autre. C'est aussi cette bibliothèque imaginaire qu'on essaie de décrire et cette littérature mondiale donc sur laquelle s'est penchée Swazik, notre lectrice. On écoute. La littérature mondiale, donc c'est la Weltliteratur, pour le dire dans la langue de Goethe, puisque c'est lui qui a popularisé, sinon inventé le concept. Au contraire de la world music, qui est en fait une manière un peu condescendante de décrire la musique du monde, sous-entendu du monde non occidental, la littérature mondiale, en fait, c'est une déclinaison de la mondialisation, mais appliquée à la culture, donc en l'occurrence à la littérature, et qui explore les influences ou les ramifications, en fait, les liens de toutes les littératures entre elles. Et donc le concept est né au début du 19e siècle, sous la plume de Goethe, donc au moment de la naissance des États-nations en Europe. Et il est en quelque sorte une réponse donc fondamentalement utopiste à la fois à la mondialisation économique et à la montée des nationalismes. Et il a connu un regain d'intérêt au début des années 2000 pour devenir un courant important des études littéraires contemporaines, à un moment justement où le cadre de référence de nos expériences n'est plus la nation grâce à Internet, mais va bien au-delà. Et ça, c'est Jérôme David qui le dit, donc qui est professeur de littérature à l'Université de Genève, spécialiste du sujet et qui est l'auteur avec ses étudiants d'un MOOC très bien fait sur la question. Voilà pour cet avis de Swazik. Jean-Marc Mouras, sur justement cette idée de Weltliteratur, que dit Goethe exactement ? Alors, Goethe, on le sait par Eckermann, qui était un grand admirateur de Goethe et un ami, et qui a publié sur Goethe. En 1827, il s'est exclamé lors d'un repas, il se désolait que les Allemands ne soient pas capables de lever le nez du bord de leur assiette. Et il disait que le temps de la littérature mondiale était venu. Tout le monde a réfléchi sur cette notion de Weltliteratur, donc pour traduire littérature monde, littérature mondiale, littérature universelle par moment. Et les théoriciens ont reconnu que l'idée de Goethe était intéressante, mais que théoriquement elle était creuse et qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dire par là. Par exemple, il citait un roman chinois comme exemple de littérature mondiale, et les érudits chinois nous apprennent que ce roman était vraiment très médiocre et qu'il n'avait rien à voir avec les chefs-d'œuvre romanesques de la Chine. Simplement, la notion de Weltliteratur, l'étiquette de Weltliteratur, a servi à refonder périodiquement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette discipline en crise permanente, qui est la littérature générale et comparée. Et à chaque fois qu'on veut refonder cette discipline, eh bien, on va s'inspirer de l'étiquette de Weltliteratur de Goethe. Et la dernière référence en date de la Weltliteratur, c'est précisément au tournant du millénaire. Donc là, on s'est mis à chercher vraiment ce qu'était la littérature mondiale, comment en parler, comment l'aborder, comment l'enseigner.
Alors, vous citez aussi David Damrosch qui l'a défini ainsi. Je considère que la world literature comprend toutes les œuvres littéraires qui circulent au-delà de leur culture d'origine, soit en traduction, soit en langue originelle. Et ça nous permet d'arriver jusqu'à la traduction, puisque pour certains, il y a des textes qui sont difficilement traduisibles, donc qui sont difficilement accessibles par les autres. Voilà. Alors, il faut d'abord souligner que la world literature états-unienne est un cas très particulier parce que c'est une institution universitaire aux États-Unis. C'est un type d'enseignement qui est bien défini et qui entre dans le cadre du programme des undergraduates, donc les premières années de l'université américaine. Mais cela n'existe pas partout et la world literature donc travaille à partir d'anthologies des littératures du monde, des anthologies en général en traduction, et ça donne une sorte de panorama en anglais de toutes les littératures mondiales. Alors, pour répondre à votre question sur les littératures mondiales, comment les définir, parce que finalement c'est ça l'objet de l'émission. On peut les définir à partir de la world literature et de Damrosch, donc l'ensemble des textes de tous les temps et de tous les lieux qui passent en traduction et qui permettent qui peuvent être étudiés par les étudiants, en l'occurrence les étudiants états-uniens. Bon, c'est une des manières d'envisager la littérature mondiale. Ça n'est pas la seule. Ce qu'on peut reprocher très souvent à la world literature, un auteur comme Emily Apter l'a beaucoup reproché dans un livre qui s'intitulait « Contre la world literature »,« Against world literature », c'est de constituer une forme de tourisme littéraire qui prélèverait un peu partout dans le monde, dans les littératures mondiales, mais qui ne s'intéresserait pas aux rapports de domination et aux différences culturelles entre les littératures. Alexandre Geffen, il y a évidemment un biais, c'est que la culture anglophone est dominante dans ces traductions. Elle est dominante, puis vous avez remarqué la valeur d'un texte, c'est sa capacité de circuler. Or, sa capacité de circuler, elle n'est pas indépendante de logique commerciale et c'est une vision extrêmement libérale de la littérature mondiale. J'étais il y a quelques années à un congrès de comparatistes à Macao et on avait l'impression que les Chinois en particulier parlaient de la littérature exactement dans les mêmes termes que des produits d'exportation, des marchés. C'est un alignement de ce que c'est que la littérature, de ce que c'est que les échanges de formes et d'idées sur un modèle économique qui peut faire tiquer. Un mot tout de même sur un texte qui est l'œuvre la plus traduite dans le monde, ce que nous dit votre infographie, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Est-ce qu'on trouve dans vos données une explication sur ce succès mondial? C'est une question intéressante. Le succès, ça s'explique toujours a posteriori. On essaye parfois d'utiliser des données maintenant avec l'intelligence artificielle pour prédire le succès des livres, mais Le Petit Prince est sans doute un succès très, très imprévu. Je ne pense pas que Saint-Exupéry l'avait imaginé. C'est un genre très ancien et c'est un genre très fondamental qui est celui du récit d'initiation. C'est un conte initiatique. Or, s'il y a bien quelque chose que les civilisations ont toujours fait, c'est produire ces contes initiatiques. Et les premiers qu'on trouve sont ceux de la littérature d'Égypte ancienne, où on a peut-être les ancêtres du Petit Prince Saint-Exupéry. J'ai bien une idée là-dessus, sur la diffusion du Petit Prince. Je pense que ça s'explique par la transparence énonciative du recueil. C'est écrit dans une langue très simple. Et il y a une transparence énonciative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où c'est énoncé, même si en voyageant récemment en Argentine, j'ai appris qu'il y avait des origines argentines, parce que la description du désert et des paysages, eh bien, c'est la description que fait Saint-Exupéry à partir des paysages argentins. Ça veut dire qu'on peut l'adapter plus facilement aussi dans la traduction, dans l'interprétation, on pourrait dire, même si là on est évidemment à l'écrit, pour chaque pays où c'est traduit? Clairement, la transparence énonciative et la langue simple permet de traduire et de traduire dans la plupart des langues. Un autre exemple, mais bon, vous allez me dire, il ne faut pas le comparer avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais tout de même, L'Alchimiste de Paulo Coelho est également une œuvre qui a une certaine transparence énonciative.
ça pourrait être énoncé n'importe où, au Brésil, mais en France ou en Allemagne ou en Chine. Et donc, ça permet un passage dans la traduction et une diffusion beaucoup plus forte. Pourtant, vous dites, Jean-Marc Morat, que tout texte littéraire perd d'une manière significative en traduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on étudie la littérature de près, et si on étudie le style et la poétique d'une œuvre, il faut se reporter à la langue originale, parce que l'écrivain a pensé selon cette poétique et selon cette stylistique. Et lorsqu'on commente une traduction, si on veut commenter le style d'une traduction, eh bien on commente d'abord le style du traducteur avant de commenter le style de l'auteur. Donc il y a quelque chose qui se perd. Mais d'un autre côté, personne ne parvient à étudier tout le corpus de la littérature mondiale et nous sommes bien obligés de faire appel à des traductions. Et d'ailleurs, on retraduit régulièrement aussi les grandes œuvres. On remet à jour, et on le voit dans le book club parce qu'on en parle régulièrement, dès qu'il y a de nouvelles traductions, on voit quelles sont les différences et ce qu'apportent ces nouvelles traductions. Alexandre Geffen, vous dites dans Écrire et publier dans le monde, sur cette grande carte que vous présentez dans votre livre, qu'il y a donc une démocratisation du livre au 19e et au 20e siècle parce qu'il y a une généralisation de l'écriture, chacun veut écrire, et en particulier en Europe du Nord, et le cas de l'Islande est particulièrement intéressant. Oui, on est dans des sociétés individualistes, expressivistes, dans lesquelles l'expression de soi à travers les réseaux sociaux, par exemple, témoigne de cette volonté de produire une forme de vie qui soit propre et de la dire, de la transmettre. Et l'Islande, où on considère qu'un habitant sur 10 est l'auteur d'un livre, est peut-être l'horizon de nos sociétés. L'autopublication, le numérique a facilité l'accès à l'édition et on ne s'imagine maintenant plus souvent sans avoir laissé une trace de soi-même. De ce point de vue-là, la mémoire individuelle, la mémoire familiale, qui était réservée aux aristocrates au XVIIIe siècle, s'est démocratisée avec les bourgeois qui ont fait leur autobiographie et leur mémoire. Et désormais, chacun, monsieur tout le monde, peut écrire. Kundera s'inquiétait d'ailleurs dès les années 70 du fait qu'on soit envahi par un nombre de récits qu'on n'arrive plus à lire, tellement tout le monde se sent obligé de raconter ce qu'il pense avoir à dire de l'existence. C'est une bonne chose ou pas, que tout le monde puisse aujourd'hui avoir accès à l'écriture, ça évidemment, mais surtout à la publication. On n'imagine pas que les habitants de l'Islande soient tous diffusés dans le monde entier, mais est-ce que c'est une bonne chose ? À mon avis, c'est une excellente chose. Et avec les œuvres nativement numériques, ça va encore continuer et se diffuser de plus en plus. Simplement, il faut être attentif, je pense, dans la littérature mondiale, aux rapports de domination qui existent. On parlait des dominations des langues. Aujourd'hui, il y a une langue hyper centrale qui est l'anglais. En témoigne d'ailleurs le titre de cette émission. Et donc, à partir de là, les traductions, il va y avoir un système hiérarchique qui fait que les œuvres seront d'abord traduites en anglais. Et si une œuvre est traduite en anglais ou si une œuvre est anglophone, elle aura beaucoup plus de chances d'être traduite qu'une œuvre dans une langue super centrale comme le français, l'allemand ou l'espagnol. Et donc, il faut être attentif à ces systèmes de domination. Bon, ça apparaît également dans l'infographie lorsqu'on parle des traductions, dans l'ouvrage d'Alexandre Geffen et Guillemette Crozet. Et il faut être attentif également, me semble-t-il, à la nouvelle circulation internationale des œuvres. Parce que cette circulation internationale, elle est régie non seulement par les traductions, mais également par la dynamique des langues. Je prends l'exemple dans mon ouvrage de Haruki Murakami, qui est un des auteurs mondiaux, véritablement lu un peu partout. Murakami, il n'était pas très bien vu dans son pays, le Japon. On parlait d'une littérature japonaise influencée par l'anglais, quelque chose qui n'appartenait pas à la littérature japonaise, à la tradition japonaise. Et donc, il s'est fait traduire en anglais et il est introduit sur le marché anglophone, donc états-unien, à partir de cette traduction en anglais. Et là, il a commencé à avoir l'influence de New York et San Francisco sur la diffusion mondiale, parce qu'à partir de ce moment-là, son œuvre a été traduite dans toutes les langues, pratiquement. Pour terminer, Alexandre Geffen, ça veut dire que ce sont les lecteurs et les lectrices qui choisissent aussi ce qui est diffusé ? Quel est leur pouvoir
pour conclure cette émission? C'est très mystérieux parce qu'effectivement, certains textes peuvent se mondialiser parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont lisibles, mais parfois des littératures de genre, comme par exemple le manga japonais, se sont trouvées mondialisées de manière très, très inattendue. Et on parcourt évidemment toute cette littérature mondiale dans vos 2 ouvrages, et notamment la géographie de Balzac. J'ai trouvé ça formidable. Il y a beaucoup de cartes dans votre livre, Alexandre Geffen. Merci beaucoup d'être venu dans le Book Club. La littérature, une infographie, c'est avec Guillemette Crozet, qui est data analyste et graphiste. Ouvrage qui paraît chez CNRS Éditions. Merci d'avoir échangé avec vous, Jean-Marc Mourat. Merci. La totalité littéraire, théorie et enjeux de la littérature mondiale, c'est aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux.